L'insémination artificielle est la technique la plus simple. Elle consiste à stimuler l'ovulation de la femme par un traitement hormonal et à injecter le sperme directement dans l'utérus. La fécondation se fait naturellement, à l'intérieur du corps de la femme. Ce n'est pas le cas d'une fécondation in vitro, ou FIV, qui elle a lieu en dehors du corps de la femme. Elle consiste à prélever les ovules et le sperme et à les mettre en présence dans une éprouvette en laboratoire pour former plusieurs embryons. Un ou deux de ces embryons seront ensuite placés par le médecin dans l'utérus de la femme. Une technique plus pointue est désormais utilisée, la FIV avec micro-injection dite FIV ICSI. La différence est qu'un seul spermatozoïde est sélectionné, préparé et directement injecté dans l'ovule grâce à un microscope. Cette technique augmente le taux de réussite de la fécondation. Si la FIV réussit lors des premières tentatives, des embryons dits surnuméraires peuvent rester et être congelés. Ils pourront être utilisés pour une seconde grossesse, et si le couple ne souhaite pas avoir un autre enfant, il peut donner ses embryons à un autre couple. On parle alors de don d'embryons. Dans le cas de la gestation par autrui, la GPA, une femme, appelée mère porteuse, accepte en quelque sorte de prêter son ventre pour porter un embryon d'un couple et ainsi donner naissance à un enfant qui ne sera pas le sien. Cette technique est interdite en France et en Allemagne. Un lieu qui porte tous les espoirs des couples en mal d'enfants. C'est ici, dans le service de reproduction médicalement assistée, que se pratiquent les fécondations in vitro. On a à gauche la pipette qui permet de contenir l'ovocyte et à droite l'aiguille qui permet d'injecter le spermatozoïde directement dans l'ovocyte. Grâce à des techniques qu'il a développées, le professeur Amama du CHU de Montpellier obtient de très bons résultats. Une patiente sur 3 accouche d'un enfant, alors que la moyenne nationale stagne à moins d'1 sur 5. Nous avons mis au point dans notre centre plusieurs tests, dont l'un qui nous permet de choisir l'embryon viable. On a aussi un test qui nous permet de choisir le bon moment pour le replacer. Et pour mieux suivre le bon développement de l'embryon avant de le réimplanter dans l'utérus de la mère, le professeur a aussi mis au point un logiciel de scanner 3D. On peut même imprimer l'embryon scanné. Ça nous permet de voir les anomalies qu'on n'aurait pas pu voir en 2D pour mettre en évidence des pathologies, des anomalies. Mais voilà, la technologie se heurte à la réalité. Les gamètes utilisés proviennent le plus souvent de donneurs. Or, les dons ne suffisent pas, notamment pour les ovules. Seul un tiers des besoins est couvert. Alors, les scientifiques comme le professeur Amama cherchent à pallier la pénurie. L'une des pistes qui est développée aujourd'hui, c'est de disposer de ce qu'on appelle de gamètes dites artificielles. Pour produire ces gamètes artificielles, certains scientifiques travaillent sur les cellules souches. Ce sont des cellules pluripotentes capables de donner naissance à tous les organes et tissus du corps humain. L'embryon est la principale réserve de cellules souches. Mais en France et ailleurs, la loi limite la recherche sur l'embryon. Au lieu d'utiliser un embryon humain pour avoir des cellules souches embryonnaires, on peut prendre une cellule adulte déjà différenciée, on prend une cellule de la peau qu'on va la rendre naïve. En clair, on déprogramme la cellule, on lui fait remonter le temps pour revenir à l'état embryonnaire. On obtient ainsi une cellule souche induite ou IPS capable de se différencier en différents tissus. Après, on va la reprogrammer pour exprimer les mêmes gènes qui sont exprimés par exemple dans la spermatogénèse si on veut obtenir des spermatozoïdes ou dans l'ovogénèse si on veut obtenir un ovocyte. Cette méthode a été testée sur des souris qui ont donné des petits. Des spermatozoïdes humains ont aussi été produits in vitro. Par contre, pour savoir s'ils sont fonctionnels, il faut d'abord décoder leur génome, ce qui prendra 2 ou 3 ans, avant peut-être un jour de tester une fécondation en laboratoire. À J3, soit à J5 ou J6. Elle pourrait bien un jour décrocher le prix Nobel. Emmanuelle Charpentier, cette microbiologiste française, est à l'origine d'une technologie présentée comme révolutionnaire. Son nom, CRISPR-Cas9. Concrètement, il s'agit de ciseaux à découper l'ADN. Ils permettent d'inactiver un gène, de le remplacer ou de modifier son expression. Le système Charpentier est simple, précis et surtout nettement moins cher que tout ce qu'on utilisait jusque-là.
Ce qui est vraiment passionnant, c'est que tu t'immerges dans la nature et que tu essaies de comprendre le mécanisme naturel de la vie. Et là, tu fais une découverte qui peut avoir des applications pratiques dans les domaines de la biologie, de la biotechnologie et de la médecine. La technique CRISPR-Cas9 est depuis utilisée dans le monde entier sur différentes cellules. Elle fonctionne avec les micro-organismes, les champignons, les plantes, les animaux et aussi les hommes. Rapidement, cette découverte a suscité d'immenses espoirs pour le traitement de maladies génétiques, mais aussi des inquiétudes. Car cela impliquerait la manipulation de cellules germinales humaines, ovules, spermatozoïdes et surtout embryons au premier stade de leur développement. Il y a donc des questions éthiques qui se posent. Tous les gens vous diront spontanément, si l'on peut empêcher ainsi la transmission d'une grave maladie génétique, si l'on peut faire en sorte qu'un individu puisse vivre sans handicap lourd, alors c'est une bonne idée. Mais où est la limite? Que faire en cas de maladie génétique légère? Que faire en cas de maladie génétique qui peut être soignée et dont les effets sont maîtrisés? Et surtout, quid de cette tendance à vouloir fabriquer un homme toujours plus grand, plus rapide, plus intelligent? En Allemagne, l'utilisation de CRISPR-Cas9 pour la recherche sur les embryons est en principe interdite. Ceci alors que la médecine reproductive produit sans cesse de nouveaux embryons qui ne sont pas utilisés. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques réclament une réforme de la loi. Que faire avec ces embryons? Les congeler pour toujours? C'est autorisé par le droit allemand. Les détruire? Ça aussi, c'est autorisé par le droit allemand. En revanche, l'utilisation des embryons à des fins de recherche est interdite. Ce que nous ne voyons pas, c'est que nous sommes en train de passer à côté d'une réelle opportunité en matière de recherche sur les origines des maladies et le développement des embryons. Mais avant toute chose, il faut organiser un débat au sein de la société et définir ce que l'on peut faire et pourquoi. La technologie d'Emmanuel Charpentier est déjà utilisée dans des milliers de laboratoires, un petit pas de plus en direction de l'homme sur mesure. Autre grand titre ce soir, la présentation au Conseil des ministres de la loi bioéthique qui prévoit l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée, la PMA, on en a beaucoup parlé. Les débats s'annoncent agités, alors de quoi s'agit-il précisément? Qui pourra désormais en profiter? Anthony Joly nous dit tout avec Véronique Gorel. Pour des centaines de femmes, c'est le début d'un espoir, celui de pouvoir un jour, en toute légalité, avoir un enfant par procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, la PMA n'est possible que pour les couples hétérosexuels en âge de procréer, dont l'un des membres est stérile ou atteint d'une maladie grave transmissible. Si le texte est voté, les couples lesbiens et les femmes seules pourront recourir à la PMA. 2000 femmes chaque année seraient concernées. Toutes les études montrent aujourd'hui que les enfants élevés dans des couples homosexuels ou par des mères célibataires n'ont pas de problème particulier, différent des enfants élevés dans d'autres couples. Et donc, je dirais que tous les voyants sont au vert aujourd'hui pour autoriser cette technique à toutes les femmes. L'examen du texte par les députés commencera le 24 septembre. Des débats qui s'annoncent âpres. Je ne voudrais pas que l'on se réveille dans un monde transhumaniste où en réalité on créerait des bébés sur commande et presque sur mesure. Pour établir l'affiliation chez les couples lesbiens, les deux femmes devront signer avant la PMA une déclaration commune anticipée devant notaire. Elles seront reconnues comme parents après avoir remis le document à l'officier d'état civil à la naissance de l'enfant. Ces PMA seraient remboursées par la sécurité sociale, comme elles le sont déjà pour les couples hétérosexuels. Et parmi les nouveautés de ce projet de loi figure la levée partielle de l'anonymat des donneurs. C'est un bouleversement qui s'annonce. Un enfant né d'un don d'ovocytes pourra donc avoir désormais accès à ses origines, à ses 18 ans. C'est une nouvelle donne qui pourrait aussi dissuader certains donneurs. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Voici leur témoignage. C'est un document signé Caroline Guyon et Lou Cricorian. Alain Tréboul a fait don de son sperme il y a 45 ans. Plus récemment, Mathieu a fait la même démarche. Sur la levée de l'anonymat, ils ont un point de vue opposé. Un secret, c'est comme un abcès. Un jour ou l'autre, ça fait mal. Si le premier milite pour un accès aux origines pour tous, le second redoute des conséquences négatives pour les familles. Pour moi, la levée de l'anonymat, c'est une fausse bonne idée.
En 1974, un médecin propose à Alain Tréboul de venir en aide à des couples stériles. À l'époque, il est déjà père de ses 2 enfants. C'était un acte simple, généreux, comme le don du sang. Alors à l'époque, on ne s'est pas trop posé de questions. On ne s'est pas imaginé ce que le bébé allait devenir. C'est un peu stupide. C'est il y a 10 ans, lorsqu'il entend des témoignages sur la souffrance des personnes nées d'un don, qu'il a pris conscience des conséquences de son acte. Ce qui me paraît vraiment très dur pour eux, c'est de se poser des questions auxquelles ils n'ont pas le droit d'avoir des réponses. C'est ça qui est insupportable. Convaincu qu'il a une responsabilité, il devient alors militant pour faire évoluer la loi. Il y a de la traçabilité dans les aliments, dans tous les biens. Et puis, concernant les graines de bébé, non, là, il n'y a pas de traçabilité. Moi, ça me paraît scandaleux. Quelqu'un qui est né grâce à des dons doit savoir que c'est comme ça que ça s'est fait. Mathieu, 40 ans, vit avec sa compagne. Elle a 2 enfants dont il n'est pas le père biologique. Il pense qu'un enfant issu d'un don doit connaître son mode de conception, mais pas l'identité du donneur. Pour moi, c'est pas incompatible d'avoir un don anonyme et que l'enfant soit au courant qu'il est issu d'un don. C'est même important, je pense, dans sa construction, plutôt que ça reste quelque chose de caché. Après, je suis pas sûr que le fait de connaître l'ensemble de son arbre généalogique apporte énormément à la personne. Je pense que dans la construction d'une personne, les valeurs, l'entourage sont plus importants que les purs caractères biologiques. S'il tient à son anonymat, c'est pour protéger ses proches, mais aussi dans l'intérêt des couples qui bénéficieront de son don. J'essaie de me projeter dans cette démarche qu'ont les couples d'avoir accès à des gamètes pour avoir des enfants eux-mêmes. Et je me dis que pour ces gens-là aussi, ça doit être important de ne pas forcément avoir un membre extérieur qui participe à la construction de leur foyer et qui interfère dans l'éducation qu'ils peuvent donner à leur enfant. C'est pour ça que pour moi, l'anonymat reste important pour eux aussi. Mathieu n'exclut pas totalement la possibilité de rencontrer un jour un enfant qui en ferait la demande et pour qui son anonymat serait source d'un mal-être très profond. À 76 ans, Alain Tréboul, lui, espère cette rencontre. Vraiment, j'espère, c'est qu'un jour, une famille me contacte en me disant « Vous êtes sans doute le donneur de cette femme ou cet homme ». Là, j'en serais très ému. Vraiment, je me dirais ouf pour lui, pour elle. Il m'a trouvé et ça doit lui faire du bien. Et c'est vrai que j'attends ce moment-là. J'espère bien qu'il va arriver dans les années qui viennent. Cet enseignant à la retraite est potentiellement aujourd'hui le géniteur de 10 personnes. C'est le maximum prévu par la loi